fissures qui simulent un profil. Je ne sais quel charme de ma lèpre trompe le monde et l'autorise à m'embrasser. Tant pis pour lui, les suites ne me regardent pas. Je n'ai jamais exposé que des plaies. On parle de fantaisie gracieuse. C'est ma faute. Il est fou de s'exposer inutilement. Mon désordre s'empile jusqu'au ciel. Ce que j'aimais était relié au ciel par un élastique. Je tournais la tête, il n'était plus là. Le matin, je me penche et je me laisse tomber. Je tombe de fatigue, de douleur, de sommeil. Je suis inculte, nul. Je ne connais aucun chiffre, aucune date, aucun nom de fleuve, aucune langue vivante ou morte. J'ai zéro en histoire et en géographie. Sans quelque miracle, on me chasserait. En outre, j'ai volé ces papiers à un certain J.C., né le à ML, mort à 18 ans, après une brillante carrière poétique. Cette chevelure, ce système nerveux mal planté, cette France, cette terre, ne sont pas à moi. Ils me dégoûtent. Je les ôte, la nuit, en rêve. J'ai lâché le paquet. Qu'on m'enferme, qu'on me lynche, qu'on prenne qui pourra. Je suis un mensonge qui dit toujours la vérité. Ce qui est curieux, c'est que on a souvent employé le terme touche-à-tout pour Jean Cocteau. Or, à mon avis, Jean Cocteau n'a fait qu'une chose dans sa vie, c'était la poésie. Mais il employait des moyens différents pour l'exprimer. On nous accuse de dispersion, c'est le célèbre procès. C'est un temps à ceux qui changent de véhicule lorsque celui dont ils usaient s'encrasse. C'est ce que Stravinsky appelle chercher une place fraîche sur l'oreiller. Quant à la musique, c'était un cas, car il n'a jamais appris une note de musique et il jouait au piano ce qu'il voulait, mais tout en clé-d'ut. J'avais été élevé dans un milieu très éclectique qui aimait Wagner et Massenet, qui ne pouvaient rien m'apprendre, et j'ai connu très jeune des artistes ivres de gloire, Madame de Noailles, Rostand, Barrès, et c'est seulement à Montparnasse que j'ai appris que j'ai compris que l'art était un sacerdoce. J'avais déjà compris avec Stravinsky au moment du Sacre du Printemps. Et puis à Montparnasse, je me suis rendu compte que les muses n'étaient pas des dames aimables autour de mon berceau, mais étaient pareilles aux montres religieuses qui dévorent le mâle pendant l'acte d'amour. Bref, j'ai retourné ma veste, mais dans le bon sens. Alors, ce scandale de Parade, il est quand même très intéressant, parce que Erik Satie, lorsqu'on a parlé de lui à propos de Parade, il n'était pas un jeune musicien. Il ne faut pas oublier qu'il était né en 1866, c'était un homme arrivé, et c'était un solitaire, bien entendu, c'était le mage d'Arcueil, on l'a appelé le mage d'Arcueil. Il venait à Paris un peu en bohème, on se demandait un peu qui était ce personnage étrange, puis brusquement, eh bien, il est associé à cette œuvre Parade, qui est une œuvre, une véritable pirouette, qui associe Erik Satie, Jean Cocteau et Picasso. J'ai pensé qu'il fallait, avec Satie, avoir Picasso. C'est alors que j'ai demandé à Picasso de collaborer avec nous. Je le lui ai demandé entre la Rotonde et le Dôme, au milieu de la rue, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup de voitures. Et il m'a dit, puisque nous allions à Rome, rejoindre Diaghilev, puisque nous allons faire un voyage de noces, nous allons aller annoncer notre voyage de noces à Gertrude Stein. Nous avons été chez Gertrude Stein, rue de Fleurus, et nous lui avons dit, voilà, nous partons en voyage de noces. Nous avons été à Rome, et nous avons, aidés par les féministes, fait le ballet Parade. Mais Satie n'était pas avec nous. Et pourquoi ce Parade fait scandale? C'est parce que c'est une œuvre qui est une œuvre de dérision et qui est produite par Diaghilev, naturellement, pendant la guerre. C'est-à-dire, en 1917, les gens meurent au combat, ils sont au front, et pendant ce temps à Paris, eh bien, on accepte de persifler, on accepte de se moquer de tout, de se moquer des valeurs établies, et rien de mieux qu'un vrai scandale pour qu'on parle de quelqu'un.
Satie avait fait ses études à la Schola Cantorum. Et il vivait parmi les impressionnistes, mais sa musique s'opposait à la musique impressionniste parce que, au lieu d'être floue et frissonnante et en sourdine, sa musique était linéaire et sans sauce, sans voile, au point que quand les musiciens d'orchestre répétaient parade, ils croyaient répéter de la musique de Bastringue. J'étais obligé d'aller chercher Ravel, d'amener Ravel pour qu'il leur dise que cette musique était une manière de chef-d'œuvre. Et là, il s'est passé une chose très drôle. Un flûtiste s'est levé et a dit à Satie, « Monsieur Satie, il paraît que vous me trouvez idiot. » Et Satie répond, « Non, je ne vous trouve pas idiot, maintenant je peux me tromper. » L'étape suivante des relations entre Cocteau et la musique, c'est naturellement la formation du groupe qu'on a appelé le groupe des Six, tous très jeunes. Georges Auric, qui était le plus jeune du groupe, Georges Auric a été le dédicataire du Coq et l'Arlequin, qui a été le livre que Cocteau a écrit pour défendre ses idées. Alors, les idées, c'était « on tue le père ». Et le père, c'était qui? Eh bien, le père, c'était Debussy, et on peut dire que le grand-père, c'était Wagner. Donc, ce groupe des Six a commencé par imposer une jeunesse insolente, chose qui n'était concevable que dans une période politique étrange, qui était donc l'après-guerre. Tout est possible de nouveau à cette période. On mélange tout, ça veut dire qu'on mélange le classique, on mélange le jazz, on découvre le jazz, on va dans des cabarets, il y a le bœuf sur le toit. Et ensuite, ils ont décidé de faire des choses ensemble. Et ils ont fait ensemble les mariés de la Tour Eiffel. La mariée, douce comme un agneau. Le beau-père, riche comme Crésus. Le marié, joli comme un cœur. La belle-mère, fausse comme un jeton. Le général, bête comme une oie. Regardez-le, il se croit sur sa jument Mirabelle. Les garçons d'honneur, forts comme des Turcs. Les demoiselles d'honneur, fraîches comme des roses. Moi, j'ai toujours pensé qu'un artiste d'avant-garde, c'est un artiste polyvalent. Ce n'est pas un peintre, ce n'est pas un danseur, ce n'est pas un acteur, ce n'est pas un cinéaste, ce n'est pas un poète, ce n'est pas un musicien, c'est tout ça. Et Cocteau, comme Leonardo da Vinci, était tout ça. Et c'est ça qui est merveilleux. Peut-être à cette époque-là, on considérait qu'un poète était poète et pas plus, et on a pensé que Cocteau était superficiel. Mais j'ai toujours une immense admiration pour La Belle et la Bête, pour Les Enfants Terribles, pour ces livres, pour les dessins que Cocteau a fait sur Opium. C'était des dessins surréalistes, formidables. Bien sûr que les surréalistes, la